Bonjour, docteur Claudal. Bonjour, bonjour. Merci d'accepter cette interview pour discuter en partie de votre livre qui est plein de ressources, d'ailleurs le guide pratique de la médecine anti-âge. Alors qu'est-ce que la Merci. médecine anti-âge en fait? Quel est son but? En fait, c'est une médecine de bien-être parce que la longévité s'accroît d'un trimestre par an dans les sociétés développées actuellement, ce qui est énorme, qui fait que tous les 4 ans, vous avez un an d'espérance de vie en plus. Donc, c'est absolument gigantesque. Et c'est évident que vieillir en bonne santé, ça va devenir la préoccupation de tout le monde, très rapidement. Pour le moment, ça commence à être un peu la préoccupation de certaines personnes, mais ça va se répandre dans la société très rapidement. Et évidemment, il faut trouver des solutions. Parce que tout le monde veut vieillir, mais en bon état. Ça n'a aucun intérêt d'être paralysé ou qu'un Alzheimer pendant 10 ans ou 20 ans. Tout à Voilà. fait. Donc quelle est notre espérance de vie maintenant? À peu près de 85 chez les femmes, 86 en France, et un petit peu moins pour les hommes, 2-3 ans de moins. Mais Voilà. vous dites que d'ici 2050, l'espérance de vie sera Ah ouais, dépassée? d'ici 2050, ça va certainement être pas loin de 120 ans. Donc il y a vraiment une énorme progression. Ah, il y a une énorme progression, la courbe est exponentielle. Hein. C'est pas une courbe linéaire, c'est une courbe qui monte très très vite. Et ça, c'est dû à quoi cette courbe qui grimpe comme ça C'est là? dû à tout un tas de facteurs. C'est dû, par exemple, à la progression de l'hygiène, à la progression de l'alimentation, à la progression des vaccinations, à la progression du mode de vie des gens. La vie est moins dure, ils travaillent moins dans les champs, ils ont moins d'aléas, etc. Et puis, c'est dû aussi à l'apport maintenant de la médecine anti-âge, les gens qui se prennent en charge, qui ont un style de vie bien meilleur, qui dorment mieux, qui mangent mieux, qui font un peu d'exercice physique, etc. Tout ça, ça joue. Uhum. Voilà. Est-ce que Et puis, vous... là, maintenant, les thérapies géniques qui vont arriver, les antibiotiques, enfin, tout ça, ça a contribué énormément à allonger l'espérance de vie progressivement. Mhm. Est-ce que vous pourriez nous parler des facteurs justement des facteurs de vieillissement? Parce qu'il y en a plusieurs en fait. Votre livre démarre par un test hein, qui fait quand même assez peur parce que quand on fait ce Ouais, test-là, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup on de n'est pas facteurs. immortel et des fois on a Non, tendance, c'est non. vrai, très jeune à croire qu'on est immortel. Donc qu'est-ce qui se passe? Quels sont ces facteurs en fait? Ouais. Alors, écoutez, il y a des facteurs génétiques, alors, qui sont c'est absolument évident. Donc, quand on a un capital génétique, mais ce capital, il n'est pas immuable, on peut le modifier, en fait, par son mode de vie, par son alimentation, etc. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement, par exemple, pollué, excessivement pollué, ça va altérer vos facteurs génétiques. Et si vous en avez certains qui sont déjà délétères ou pas très bons, ça va amplifier ce côté délétère et ça va favoriser l'apparition des maladies. Donc ça, c'est les premiers facteurs, la génétique et votre mode de vie. Dans le mode de vie, ce qui est très important, c'est par exemple l'alimentation. C'est quelque chose qui est vraiment très basique, puisqu'on se rend compte, même moi je me rends compte dans ma pratique, par exemple des gens qui veulent ralentir leur vieillissement ou modifier leur état corporel, s'ils corrigent très bien leur alimentation, souvent il y a énormément de paramètres qui s'améliorent. Énormément. Par exemple des paramètres hormonaux, certaines hormones peuvent remonter toutes seules au niveau uniquement par l'alimentation ou par des compléments alimentaires, etc. Et Donc donc, c'est très important, la manière dont on se nourrit, l'heure à laquelle on se nourrit, comment on se nourrit, comment on dort, comment on bouge, etc. Tout ça, c'est très très important dans le vieillissement. Par exemple, les gens qui prennent beaucoup de sucre rapide vont avoir des phénomènes de glycation, par exemple, au niveau de la peau. Ça va altérer énormément la peau, ça va créer des petits complexes entre les sucres et les protéines, des espèces de petits poisons qui vont se mettre dans la peau et qui vont aider à la destruction de la peau. Voilà. et Donc, même si on a un surpoids, en fait, hein, il y a une question par rapport au surpoids. Si on a 5 kilos, à ce moment-là, ça nous réduirait notre espérance. Enfin, il y aurait un facteur de -10, moins ah 10 oui, années. oui. Ah oui, oui. Dès que vous avez un surpoids, surtout la graisse viscérale, la graisse abdominale est la graisse la plus toxique. Si vous avez de la graisse qui est répartie disons, sur tout le corps, c'est moins gênant. Mais la graisse abdominale, c'est tout absolument prouvé dans nombre d'études maintenant, est un facteur de risque pour le diabète, pour les maladies cardiovasculaires, pour les maladies neurodégénératives, etc. Donc il Donc, faut essayer de maintenir, de rester mince. voilà. Et quels sont les autres facteurs? Alors, l'exercice physique. L'exercice physique est important. Il faut maintenir une activité physique. Beaucoup de gens sont sédentaires dans les bureaux, ne bougent pas du tout actuellement. Le fait de bouger même une demi-heure par jour, simplement de marcher déjà, une demi-heure par jour, ça entretient, ça conserve en partie la masse musculaire, ça conserve la qualité des artères, ça brûle les calories, ça brûle de l'insuline, etc. Donc ça permet d'avoir déjà une espérance de vie un petit peu plus grande. Le sommeil est important aussi. Hein, les gens, on dort 2 heures de moins qu'en 1905-1910 actuellement, par nuit, dans les sociétés développées, ce qui est énorme. Et certains chercheurs se demandent si c'est même pas une des causes partielles de l'obésité. Parce que quand vous dormez mal ou pas assez, vous détruisez certaines hormones qui sont bénéfiques, qui vous construisent au profit d'hormones qui vous détruisent et qui augmentent l'appétit, etc.
Donc ça, c'est absolument... Déjà, il y a, par exemple, le fait d'Internet, le fait que les gens ont beaucoup plus de loisirs, etc., et se laissent manger par les loisirs, surtout le soir quand ils rentrent chez eux, où ils mangent à table longuement, etc., ils dînent tard, tout ça, c'est pas bon. Et ça peut créer des phénomènes d'accélération du vieillissement. Donc le sommeil, c'est quelque chose qui est négligé par les gens, mais qui est basique. Et d'ailleurs, quand on regarde les centenaires, par exemple, c'est des gens qui ont des vies très régulières, toutes bêtes, ils se couchent avec le soleil, enfin, un petit peu après le soleil, ils se lèvent tôt le matin, etc. Parce qu'ils respectent leur horloge biologique. Mais trop dormir, c'est pas mieux non plus. Hein. Non, trop dormir, c'est pas bon. Si vous dormez 12 heures par nuit, c'est pas bon non plus. Bon, ça peut vous arriver exceptionnellement, c'est normal. Mais si c'est régulièrement que vous dormez 12 heures, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre métabolisme. Donc idéalement, il faudrait dormir combien? 7-8 heures. 7-8 heures. En disant entre 6 et 8 heures selon les tempéraments. Et donc, quels sont les autres facteurs alors? Alors, la nutrition, l'exercice physique, la génétique, la pollution. La pollution est connue maintenant pour être majoritairement cancérigène dans beaucoup de domaines. Donc, on est tous pollués, c'est inévitable. On ne peut pas avoir eu la société avancée dans laquelle on est, le confort qu'on a, sans le contrepoids, le contrepartie, c'est le prix à payer, c'est un peu la pollution. Et cette pollution, quand elle est en excès, par exemple, chez certains agriculteurs qui versent des pesticides partout, ils ont des risques beaucoup plus importants de cancer du sein, de la faune, de Parkinson, etc. Donc l'environnement dans lequel on vit est très très important. Donc l'environnement, la manière dont on se comporte, la manière dont on mange, le mental aussi est important. Les gens qui sont optimistes de nature ont par exemple des espérances de vie face à un cancer beaucoup plus grandes que les pessimistes. Avec le même type de cancer, il y a beaucoup d'études qui l'ont montré. Par exemple, si on reprend l'exemple du cancer du sein, les femmes optimistes qui ont un cancer du sein elles vont vivre beaucoup plus longtemps que celles qui sont pessimistes. Donc le mental, par tout un tas de facteurs de neurotransmetteurs, etc., par la cortisone et autres, a des effets importants sur l'attitude et la longévité. Mais vous pourriez justement nous en parler? Qu'est-ce que cette attitude positive crée dans le corps? Alors, l'attitude positive, en fait, elle vous relaxe, elle vous met plutôt en système parasympathique. Vous savez qu'on a deux systèmes nerveux, orthosympathique et parasympathique. Quand vous êtes optimiste, vous êtes beaucoup plus en parasympathique, qui calme, qu'en orthosympathique. Quand vous êtes en orthosympathique, quand vous êtes stressé, par exemple, vous sécrétez de la cortisol, de l'adrénaline, qui sont la cortisol, c'est une hormone, l'adrénaline, c'est un neurotransmetteur, qui sont délétères, qui vont, par exemple, détruire en partie à long terme l'hippocampe, qui est la partie centrale du cerveau, ou par exemple commence la maladie d'Alzheimer. Donc le stress est quelque chose de très mauvais. Donc si vous êtes pessimiste, stressé de manière courte, c'est pas dangereux, c'est très salutaire. Mais stressé de manière longue, c'est très dangereux. Et maintenant, on est tous plus ou moins stressés à long terme. On a du mal à supporter le stress tellement on empile des niveaux de stress dans la journée. Donc ça, c'est un élément important. Donc quand vous êtes stressé, quand vous avez un moral qui est bas, vous sécrétez des mauvaises hormones. Et quand vous sécrétez ces mauvaises hormones, ça détruit les bonnes. Ça ne laisse pas en place les bonnes. Par exemple, l'hormone de croissance ou vos hormones sexuelles vont diminuer de niveau à ce moment-là. Et quelle est cette hormone qui est sécrétée par le stress, justement? Comment ça s'appelle? C'est le cortisol. Surtout le cortisol, c'est la surrénale qui est sollicitée. Donc c'est le cortisol et l'adrénaline et la noradrénaline. Et le cortisol, quand il est sécrété en trop grande quantité, par exemple, il va inhiber aussi l'hormone thyroïdienne. Soit momentanément, soit sur long terme. Donc il va diminuer aussi, par exemple, les oestrogènes, la testostérone, etc. Toutes les hormones sexuelles. Donc oui, tout ce qui vous construit va diminuer et tout ce qui vous détruit va augmenter. Donc ça diminue votre longévité.